Alors, la gestion de prairie. Je suis encore vraiment un bébé koala sur ce sujet que je tends à étudier. Pour l'instant, je suis en train de lire 2-3 trucs à ce sujet. Donc, je ne vais pas pouvoir l'expliquer comme si j'étais bio-ingénieur ou comme si j'avais emménagé ici à Milan ou comme si mes parents tenaient une ferme. En revanche, je pense que... comment je vais emmener ça ? Ça va être maladroit. Aujourd'hui, l'agriculture fonctionne grâce à beaucoup de subventions et il est possible d'avoir ces subventions en respectant tout un tas de conditions. Ces conditions amènent à structurer l'agriculture telle qu'elle est aujourd'hui. Beaucoup d'agriculteurs sont un peu coincés dans un système. On a amené un petit peu cette agriculture monoculture de performance, mais c'est une fausse performance, mais par souci de vouloir nourrir tout le monde, d'être efficace, de pouvoir mécaniser, etc. Ok, c'est comme ça qu'on en est arrivé là, et c'est ce qui fait la vision de l'agriculture aujourd'hui. Donc la vision de l'agriculture aujourd'hui pour mes prairies serait, quand il y a moins d'herbes, eh bien tu retournes tout et tu ressèmes. Quand il y a des mauvaises herbes, eh bien, tu pulvérises. Voilà, ça c'est, je pense, le résumé. Évidemment, mécaniser les choses pour gagner du temps. Jusqu'à présent, je n'ai pas voulu faire ça. Donc en fait, on a emménagé il y a 6 ans. Je ne peux pas dire que j'ai les prairies les plus... celles qui produisent le plus. En revanche, mes chevaux vont dehors à l'année. Parfois, dans mes petits paddocks d'hiver, ils font 800 mètres carrés, mais dans les paddocks d'hiver, il n'y a pas de l'herbe l'hiver. Donc, je ne peux pas encore nourrir tout le monde sur mes prairies à l'année. C'est un rêve. Moi, j'aimerais bien l'autarcie, être suffisante. J'ai plein d'idées de création de chauffage. Mais par contre, dans une vie, on verra bien ce que je fais, dans quel sens. Mais ce que j'ai envie de partager... c'est que voilà, et les terres ici sont humides. Et ce que j'ai envie de partager, c'est que quand vous retournez tout, eh bien vous abîmez la racine de l'herbe. Et que même si bien sûr les chevaux, eux, ont cette capacité d'abîmer la racine de l'herbe, au plus les plantes vont pouvoir s'enraciner dans le sol, être vieillissantes avec une base vieillissante, au plus le sol sera riche. Au plus il y aura de bactéries vivantes, d'insectes, de petits lombrics, au plus il y aura de la vie dans la terre, au plus cette terre sera à même d'accueillir l'eau déjà dans un premier temps, et donc toutes ces racines vont aussi également stabiliser cette terre. Donc la terre sera moins glissante, l'eau sera mieux filtrée et mieux absorbée. Il y a eu une vidéo sortie qui était trop chouette où on voyait vraiment la différence. Il y aura une plus grande variabilité d'espèces, ce qui est très important. Les chevaux auraient besoin de manger tout un tas d'espèces différentes et d'avoir le choix. Or aujourd'hui, quand on replante... Tu vas à ta place, Lutti ? Va faire dodo à ta place. Aujourd'hui, quand on replante... Alors, les personnes qui vont acheter un mélange d'herbes pour chevaux vont replanter un lot de graines, mais ça va quand même être des espèces réduites. Et puis, la plupart vont replanter simplement un raigra. Et donc, ça va limiter les multiples apports possibles pour les chevaux. Et ensuite, la graine, il y a cette notion que, alors attention, ça va être perché, mais en même temps, c'est quelque chose qui a été prouvé, la graine a une mémoire, c'est-à-dire que ce qui pousse naturellement dans votre pâture pousse parce que les conditions sont là et que la graine de la plante qui a laissé la graine, la plante s'est adaptée et a transmis ça à sa graine. Donc, l'herbe qui va pousser naturellement dans votre pâture aura beaucoup plus de puissance qu'une herbe que vous auriez plantée d'une graine provenant d'une autre plante qui a une autre mémoire. Donc la graine a une mémoire et va s'adapter au fur et à mesure de l'évolution de la plante. Le sol a besoin d'être nourri et riche. Et alors, encore une autre chose, je fais une expérience avec mes rumex. Bon, alors quand on vient ici,
il faut être un peu préparé psychologiquement, parce qu'entre mon discours, moi qui oublie quand je parle, et la déco, ici c'est un grand laboratoire. Mais là, j'ai épandu du fumier, il y a du fumier partout. J'ai reçu des amis qui venaient voir les poulains et des clients. Ils m'ont dit, mais pourquoi t'as mis du fumier en tas? Alors, j'ai pas fini. J'ai fait une expérience. Alors, telle prairie, il a telle quantité de... bref. Mais donc, la graine a cette mémoire. Au plus le sol est nourri, au plus l'eau va pouvoir être filtrée, au plus le sol sera stable, moins glissant, résistant à la sécheresse parce que couvert par l'herbe, à des périodes plus humides. Et alors, les mauvaises herbes, c'est ça, je reviens à cette histoire de rumex. Les graines restent pendant 20, 30, 40 ans. Il y a une réserve de graines dans la terre. Je parle d'une prairie qui n'a pas été retournée. Il y a une réserve de graines dans la terre. La graine qui va éclore, c'est pas le bon mot, je suis désolée pour les mots, la graine qui va se mettre à pousser, à fonctionner, elle n'éclot pas par le biais du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qui est nécessaire pour elle pour aboutir. Et donc, quand il y a un rumex qui arrive à cet endroit, bien sûr que c'est parce qu'un autre rumex a laissé sa graine, mais c'est également parce que tout est là pour que ce rumex puisse sortir de terre. Il y a d'autres graines au même endroit qui, elles, ne sont pas sorties de terre. Je remarque que les zones où il y avait beaucoup de rumex, j'en ai jamais eu énormément, mais il y a eu des zones où il y a eu beaucoup de rumex. Le rumex a fait son travail. Donc moi, je ne l'ai pas arraché, le rumex. Ça n'est pas toxique pour les fins. C'est-à-dire les chevaux ne vont pas les manger, ils ne vont pas se faire... Il n'y a pas de risque à avoir du rumex. Ça n'est pas joli, ça replante des graines, je suis d'accord. Mais mon expérience, et encore une fois, c'est vraiment que mon expérience, c'est que du coup, moi, ça ne me dérangeait pas. Je n'ai pas du tout de honte d'avoir 14 rumex dans un coin. Moi, je m'en fous. J'ai remarqué, et je me suis dit, ok, il y a ces rumex-là, si je les laisse pousser, ils vont monter en graines, je ne les coupe pas, ils vont ressemer, est-ce qu'il va y avoir des rumex les années prochaines? J'ai remarqué que le rumex avait fait son travail, et qu'ensuite d'autres plantes avaient poussé. Donc, extrêmement fainéante que je suis, je pourrais vous faire un podcast sur l'importance de la fainéantise, je vais le noter, fainéantise et procrastination. Je n'y ai pas touché à mes rumex, bien sûr, j'avais autre chose à faire. Donc j'ai regardé mes rumex, j'ai ri, puis de temps en temps j'en ai parlé aux gens qui passaient par ici en disant laissez tomber, je fais des expériences. Et là j'ai un paddock qui est rempli de rumex, il n'y en a que là. Je suis convaincue qu'ils vont faire, le rumex va faire son travail et qu'ensuite une autre plante apparaîtra. Bien sûr, il y a des choses que j'arrache. Je pense à des plantes qui sont très toxiques, le seneçon de Jacob, mais bon, j'en ai 4 qui se battent en duel. On fait 2 fois le tour par an de la prairie. Eux, bien sûr, je les arrache et j'essaye de ne pas les secouer pour pas qu'ils ne fassent de bébé. Même s'ils ont un rôle à jouer, je veux pas qu'ils fassent de mal à mes chevaux. Donc ça, j'enlève. Il y a une autre petite plante, mais je vais pas revenir sur le nom, à chaque fois je l'oublie, qui fait le Harper australien, que je surveille aussi. Où là, je pourrais prendre une décision plus radicale si y avait un risque pour mes chevaux. Donc à un moment, je me suis posé la question, là, dans cette zone-là, d'employer un produit. Je n'ai encore jamais dû le faire, mais par contre, s'il s'agit d'une plante toxique, bien sûr que là, mon discours, vous le mettez entre parenthèses, parce que c'est la sécurité des chevaux. Mais sur une prairie qui ne produit pas de plantes toxiques, qui certes va peut-être être un peu moins productive, parce que boutons d'or, pareil, les boutons d'or, ils ne sont pas là par le biais du Saint-Esprit. Pourquoi ils sont là? Comment est-ce qu'on peut rééquilibrer la terre? Je pense qu'il du coup, il y a, là où je veux vous emmener, il y a vraiment une autre manière de gérer la terre. Et je pense que finalement, d'un point de vue coût, de tout retourner, de tout ressemer ou de pulvériser chaque année, n'est pas plus ou moins cher que de faire les choses différemment. Alors, l'avenir, sans doute, ce serait de tester la terre et de pouvoir apporter un complément. À l'époque, j'avais rencontré une personne qui faisait ça. J'ai pas encore de partenariat avec quelqu'un qui ferait ça. J'ai pas encore tout le bon outillage. Donc, bien sûr que je vais améliorer le système et que je pourrais vous parler des petits morceaux de coquillage qui peuvent mettre, de la chaux qu'on peut mettre et dans quel cas. Mais là, j'ai simplement envie déjà de dire, attention, quand on engraisse une prairie, oui, vous avez une plus grande productivité d'herbe, mais l'herbe que vous allez donner à vos chevaux est engraissée et
sera fort riche et ça ne sera pas génial pour leur organisme. Dans quelle mesure il ne vaut pas mieux y en avoir un peu moins d'herbe, mais qui du coup pas engraisser la graine de votre région avec plusieurs herbes différentes parce que vous avez laissé votre prairie un peu nature, va du coup leur permettre de choisir et de diminuer l'inflammation qui serait créée par trop de fructans, une herbe trop riche qui a été engraissée ou toutes les autres plantes ont été pulvérisées. Ça, c'est la première chose. Donc, engraisser, bof. Moi, personnellement, je peux vraiment dire que je peux laisser mes chevaux dehors souvent longtemps et qu'à part un ou deux chevaux un peu plus sensibles d'un point de vue digestif, je n'ai pas eu ce problème d'une alimentation trop riche quand ils sont dehors. Pourquoi ? Parce que cette herbe n'est pas engraissée. Donc ça, c'est cette notion d'engrais, oui, non. Est-ce que vraiment il faut augmenter la productivité de la prairie ? Pourquoi ? Et est-ce que vraiment c'est rentable ? Parce qu'il y a aussi toujours, moi j'aime bien toujours aussi la notion de rentabilité, de qu'est-ce qui apporte quoi. Pulvériser, oui, si vraiment vous avez une plante toxique. Par contre, pareil, qu'est-ce que ça vous apporte ? Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la terre ? Moi, si on pulvérise, j'ai des nappes phréatiques en dessous, c'est du produit toxique qui va descendre dans ma nappe phréatique et finalement mes chevaux risquent de le reboire. Je trouve pas ça très intéressant, personnellement. Bon, après, je peux rien faire contre le fermier qui le fait, mais moi, à choisir dans un cycle que j'ai envie de perpétrer, je préfère suer un peu, arracher les 14 trucs qui sont vraiment mauvais pour mes chevaux et puis laisser la nature faire le reste. J'aurai un peu moins d'herbe, mais je remarque qu'au final, ça s'équilibre vu que j'ai plusieurs plantes de qualité et de régions qui vont apparaître, qui vont leur permettre de se nourrir. Bien sûr que l'avenir, c'est d'avoir de la haie comestible et qu'ils aient davantage de choix. Les chevaux, à la base, sont faits pour manger aussi des écorces, des branchages, tout un tas on pense qu'ils ne sont faits que pour manger de l'herbe, mais ils sont faits pour manger tout un tas de végétaux différents. Et aujourd'hui, dans les prairies que l'on a, il n'y a pas assez de choix. J'aspire vraiment à pouvoir planter des haies qui pourront être comestibles. Mais pareil, je dois faire une chose après l'autre. Donc ma vision serait soit de tester la terre, soit avec l'expérience que je n'ai pas encore, en fonction des plantes que je vois apparaître, de comprendre quelle est la nature de ma terre et de pouvoir la complémenter, lui apporter quelque chose. Soit en épandant de la chaux, soit moi j'épand mon fumier avec mes micro-organismes. J'adore ce sujet, les micro-organismes, mais je suis en train de les étudier parce que je fais les choses instinctivement et je ne sais pas bien les transmettre. Mais là, je fais une expérience. J'ai épandu donc mes box, je pulvérise un micro-organisme, c'est complètement bio. Et j'ai sorti du coup mon box et j'ai mis ça dans mes plantes. En 4 jours, j'avais de l'herbe. Donc mon micro-organisme me permet de replanter sans avoir à acheter de graines, vu qu'il y a des graines du foin que j'ai mis dans mes box qui doivent être là et qui sont nourries par ces micro-organismes. Donc en fait, en 4 jours, de l'herbe apparaît. Donc je ressème en épandant mon micro-organisme. Et donc mon fumier, on peut dire, mais en fait... Il faudrait que je vous fasse des photos, mais ça ne donne jamais très bien. Mais on va dire un fumier consommé par le micro-organisme, ça a une texture complètement différente. Ça n'a pas d'odeur, c'est assez sec. C'est vraiment très intéressant. Et donc, d'une part, je vais apporter quelque chose à ma prairie, parce que du coup, ce micro-organisme va rapporter des bonnes bactéries. Ça va nourrir le sol, ça va réactiver la vie dans le sol. Je vais apporter quelque chose de par mon fumier. Bon, souvent, les prairies de chevaux n'ont pas tellement besoin de fumier de cheval. Mais comme il est un peu différent, je pense que toutes les fois où je l'ai épandu, ça a été très intéressant. Et puis du coup, je vais rapporter des graines. Maintenant, mon expérience, c'est de savoir si elles ont chauffé, si mon fumier a été posposé et s'il a mûri. Est-ce que du coup, il y a aussi une graine efficace ou pas ? C'est-à-dire jusque quand la graine peut être, entre guillemets, réutilisée. Ça, c'est mes prochaines expériences. Mais déjà, retourner, pour moi, n'a pas de sens. Et j'ai récupéré du coup du côté, il y a deux côtés, il y a des prairies qui étaient des anciennes prairies qui ont toujours été des prairies qui n'ont pas été retournées, où elles avaient cette solidité, cette richesse de sol. Et côté rue, j'appelle ça, j'ai des prairies qui, elles, pour le coup, on les a récupérées d'un fermier qui retournait, qui avait fait pousser du maïs et puis qui avait fait pousser du raie gras, etc. Et quand on les a eues, c'était un vieux raie gras quasiment foutu. Et ça, par contre, pour récupérer une stabilité de la terre, une richesse de la terre, qu'il y ait de nouveau
de la variété qui pousse. Et alors, ce qui pousse en premier, ça n'est pas l'herbe. Et même si vous faites pousser de l'herbe, ça ne tient pas très bien parce qu'en fait, le sol doit être nettoyé, filtré par d'autres espèces. J'ai trouvé ça fascinant de voir comment toute cette couche devait être recréée. Et au bout de 6 ans, ça n'est toujours pas comme de l'autre côté. Et donc, quand vous retournez tout, vous remettez à plus tard toute cette vie et cette cohérence qui doit apparaître et cette structure finalement qui doit se créer au fur et à mesure du temps. Donc je pense qu'une prairie, il faut lui apporter et ne pas détruire tout ce système racinaire, ne pas détruire toute cette vie en retournant. Sursemer, je n'ai pas d'avis, pourquoi pas, mais c'est de nouveau une graine qui viendrait d'ailleurs. Bon, après, des fois, on n'a pas le choix. Les vieux fermiers, ils épandaient les vieux ballots de foin, mais du coup, c'était des vieux ballots de foin de leur propre création, donc des foins de région. Donc ça marchait plutôt bien, je trouve ça assez malin. Quand on dépose le ballot, finalement, nous, on le protège parce qu'on ne veut pas de gaspillage, c'est évident au vu du prix du foin. Mais par contre, en fait, tout ce qu'il y a au fond du filet de foin, tout ce qu'il y a, ça se ressème, c'est plein de graines. Quand on voit combien coûte l'achat d'un sac de graines dont on ne sait pas très bien d'où il vient, ça c'est très intéressant. Laisser aussi certaines zones d'herbe monter en graines pour qu'elles-mêmes se ressèment. Bien sûr qu'une prairie mise un peu en jachère, ça leur fait un bien fou parce que les pieds des chevaux font du dégât et qu'une surutilisation de prairie va bien sûr l'épuiser. Je pense qu'il y a des moments aussi pour retirer les chevaux, mais alors tout ça c'est si on peut. Enfin, j'ai conscience que moi ici il y a 16 chevaux, il y a 8 hectares mes bâtiments construits, donc je dois avoir 6 hectares et demi. Et déjà là, j'ai pas assez de prairies, donc j'ai conscience que mon discours est de nouveau complètement idéaliste et complètement loin de ce qu'on peut proposer. Mais par contre, j'ouvre des portes. Si on peut laisser un espace de jachère, déjà quelques semaines, ça fait un bien fou à une prairie. Si on peut laisser les chevaux ne pas consommer jusque vraiment la limite, ça fait un bien fou. Si on peut girobroyer certains refus, ça fait un bien fou. Si on peut laisser des espaces où l'herbe monte en graines, typiquement dans des refus, moi je laisse faire ça, pour que ça ressème à côté les zones qui ont été trop grignotées, ça fait un bien fou. Et apporter de la matière. Typiquement, tout ce qui est broyat de bois, épandre ça peut faire du bien. Moi, voilà, cette histoire de fumier microbiote, ça fait un bien fou. Pulvériser du micro-organisme, ça peut être excellent. Faire un apport de quelque chose, mais de quelque chose de naturel, de sain, qui a du sens dans cet espace-là, en prenant conscience que ça va se retrouver dans les nappes phréatiques, en prenant conscience que ça va être bu, et en cultivant l'avenir. C'est toujours pareil, c'est est-ce qu'on fait l'exercice pour l'exercice, est-ce qu'on fait la compétition pour cette compétition ? Quel est notre objectif derrière ? Moi, mon objectif, ça n'est pas d'avoir de l'herbe l'an prochain, c'est d'avoir une prairie qui va encore être riche 15 ans. Et ensuite, je pense que d'apporter des arbres, alors quand on a beaucoup d'humidité, ce qui est le cas chez moi, quelque chose qui est une très bonne idée, c'est de planter des arbres. Alors après, il y a la question de oui, mais si on veut pouvoir faucher, faire du foin, je ne fais plus de foin, mais mécaniquement, oui, ok, l'arbre en plein milieu, ça va être un peu casse-pied. Si on veut typiquement épandre mécaniquement, là c'est pareil, j'ai épandu, je ne vais pas vous raconter comment j'ai fait ça, mais j'ai encore fait un truc un peu loufoque, parce que j'avais pas de copains fermiers pour venir épandre mon truc, mais quand on épand mécaniquement avec des toutes grosses machines, souvent les écuries c'est un peu plus étroit, donc les arbres, comment est-ce qu'on fait pour les éviter ? Moi, mes petits paddocks, je peux pas emmener un très gros camion dedans, c'est galère, donc c'est plus difficile d'en prendre soin. Donc il faut trouver le bon dosage. Où est-ce qu'on met les haies ? Où est-ce qu'on met les arbres ? Pour qu'il y ait ces points d'ombre, pour qu'il y ait ces apports nutritifs, pour que l'eau puisse être bue. Un saule, ça boit des litres et des litres et des litres chaque année. Ça a un effet génial sur la terre. Ça va créer cette cohésion naturelle. Mais par contre, où le placer pour que ce soit intelligent dans la logistique de pouvoir prendre soin avec des machines, parce que bien sûr, on ne va pas tout refaire à la main selon l'espace que vous avez, ça demande un peu de réflexion. Planter des arbres, planter des haies, au plus du coup il va y avoir de la vie, au plus cette vie va pouvoir être prospérer dans la qualité de l'herbe. Les petits oiseaux, après, ils font de l'engrais à leur échelle, ils apportent des trucs à gauche, à droite. Enfin, toute cette vie doit pouvoir être créée. Et je pense que le système de on retourne tout, on replante chaque année, ne permet pas d'avoir un sol de qualité et du coup, indirectement, déséquilibre l'alimentation que le cheval aura pendant cette période-là.
Je pense qu'il y a beaucoup de produits chimiques qui peuvent être évités. Et même si on dit, après avoir pulvérisé, vous pouvez remettre les chevaux à autant de temps après, je remarque que moi, quand ils ont été dans des écuries où il y avait eu pulvérisation, même quand on avait respecté le délai, ils revenaient, ils avaient les ganglions un peu gonflés. Bien sûr, parce qu'en fait, il y a quand même une absorption. Et donc, le corps doit quand même la gérer. Est-ce que pour autant, ils en sont morts? Pas du tout. Mais je pense que ça peut être évité et que il n'est pas toujours nécessaire de faire l'extinction d'une espèce, d'autant, sauf si c'est toxique, d'autant que si elle est là, c'est pas pour rien, elle a un travail à faire et elle risque de revenir souvent. Tandis que si vous la laissez finir son travail, il est possible qu'elle n'ait plus besoin de revenir ensuite. Et donc je remarque que cette prairie côté route, au début, plein d'espèces sont apparues. Je me suis dit, est-ce que je pulvérise, est-ce que je pulvérise pas? Et finalement, au fur et à mesure que les autres espèces ont fait leur travail, l'herbe réapparaît naturellement, mais du coup, c'est une herbe qui est solide. C'est une herbe d'ici qui s'est fait sa place. L'herbe finit toujours par refaire sa place si elle a la possibilité de le faire. Donc, parfois de la patience. Alors, j'ai attendu 6 ans, on ne peut pas toujours attendre 6 ans. Ils ont toujours eu, c'était des grands paddocks, donc il n'y avait pas rien à manger dedans. Les plantes toxiques, j'ai arraché ce qu'il y avait à arracher. Donc, c'était pas grave, mais par contre, le sol était plus glissant, il était plus spongieux, il est toujours pas aussi ferme et aussi stable que ce qui pourra être une fois que tout aura des racines de longue durée et que tout s'emboîtera. Il y a encore des zones où la terre apparaît, tout n'est pas couvert, mais je pense que cette prairie est de plus en plus belle et reprend de plus en plus sa nature. Et encore une fois, je pense que quand on veut vraiment contrôler toutes les espèces qui vont pousser dans ces zones-là, on perd un peu cette idée que voilà, chaque espèce a un rôle à jouer. Ce sont que des portes ouvertes, ce n'est pas mon domaine de prédilection. En revanche, je pense que l'avenir de travailler avec ces micro-organismes, moi je vais continuer parce que ça m'éclate. J'espère vous faire des podcasts avec des explications qui seront plus claires. Mais je pense qu'ils ont vraiment un chouette rôle à jouer dans ce cycle en fait, et qui peuvent être de bons copains. Je pense que réutiliser ce qu'on consomme aussi, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et je pense que d'apporter à nos prairies quelque chose de sain, de naturel, comme si on donnait ça à manger à nos chevaux directement. Le micro-organisme, c'est quelque chose, quand vous donnez des probiotiques, c'est la même chose. Donc c'est un apport qui est cohérent par rapport à ce qu'on veut apporter aux chevaux, par rapport à ce qu'on veut pour leur alimentation. Voilà, de respecter ce cycle dans la globalité et de ne pas vouloir avoir une rentabilité incroyable l'an prochain, que de toute façon vous payez cher par les différents moyens que vous employez, mais d'avoir une rentabilité sur le long terme. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Moi, c'est un sujet qui m'amuse beaucoup. J'adore voir la nature faire son travail. Ça nous ramène aussi à la notion de temps. Parfois, il faut du temps pour que les choses se fassent, mais quand on laisse les choses se faire dans le temps, elles se font vraiment très bien. Et je remarque que finalement, l'herbe réapparaît. Elle finit par arriver. Une fois que la terre le permet, l'herbe réapparaît. Et du coup, c'est une herbe beaucoup plus pérenne. J'espère que vous prendrez le temps d'observer ça. À bientôt.